Ok, donc on va parler des petites perceptions de Leibniz, qui est une théorie assez intéressante, et en plus ça permet de voir globalement toute la philosophie de Leibniz. Et Leibniz, il s'est intéressé à beaucoup de sujets. Enfin voilà, on va voir tout ce qui concerne Leibniz dans un instant, on va lire le texte, et comme ça vous aurez un petit peu un aperçu de sa philosophie. Donc c'est parti. Ouh, c'est pas parti, si ça clique, si c'est bon. Donc Leibniz. Leibniz, donc il est né en 1646, il est mort en 1716, un philosophe, un mathématicien allemand de l'ère moderne. Et vraiment, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à énormément de domaines. C'est-à-dire, il est connu. Bon, nous, on le connaît en philosophie, et là, on va s'y intéresser en philosophie avec une théorie qui porte sur la perception, et bon, aujourd'hui, qui est un petit peu dépassée par les connaissances qu'on a en neurosciences. Mais néanmoins, ça reste une théorie qui est intéressante et qui va nous permettre de nous intéresser à un autre concept de Leibniz, ce qu'on va voir juste après, qui est la monade, et globalement, en fait, sa conception de l'univers qui est très très intéressante. Et il y a un autre domaine où Leibniz, notamment, il est très très connu, c'est les mathématiques. Dans les mathématiques, il est connu aussi pour avoir découvert de manière indépendante le calcul infinitésimal, et donc l'autre personne à qui on doit cette découverte, c'est Newton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu une guéguerre entre les deux. Les mathématiciens, généralement, les mathématiciens et les philosophes considèrent, ou plutôt considérés, parce qu'apparemment il y a quand même une tendance actuelle qui semble montrer que c'est Newton qui l'a véritablement découvert en premier, mais enfin bref, on va pas rentrer dans la polémique. Toujours est-il, généralement, ou voilà, historiquement en tout cas, les philosophes et les mathématiciens considéraient que c'est Leibniz qui avait découvert en premier le calcul infinitésimal, c'est-à-dire les dérivés et les intégrales, et Newton l'avait également découvert, mais alors lui plus de manière physique, de son côté. Bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique encore une fois, mais c'est intéressant de voir que Leibniz, c'était vraiment à la fois un diplomate, un philosophe, un théologien, un mathématicien, un logicien, bref, il s'est vraiment intéressé à tous les domaines du savoir. Il a vraiment fait des avancées dans chacun de ces domaines, donc c'est pas n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Ok, donc on enchaîne, et on va s'intéresser, avant de s'intéresser précisément à la théorie des petites perceptions de Leibniz, on va s'intéresser à la philosophie générale de Leibniz. Et le truc véritablement qui va nous aider à comprendre les petites perceptions de Leibniz, c'est sa théorie des monades. Parce qu'en fait, une monade, c'est donc une entité indivisible et immatérielle. Et véritablement, une monade, en quelque sorte, c'est assez difficile à imaginer, mais personnellement, je l'imagine comme ça à chaque fois. C'est une sorte de bulle, un point de vue intégral sur l'univers. Toute substance indivisible est une monade, mais en particulier, nous, tout ce qui possède donc une âme, est une monade. Et donc, moi, en tant que monade, eh bien, je possède un point de vue intégral, complet, sur l'univers tout entier. Donc, vous voyez, c'est vraiment immense. Et chaque point de vue, chaque monade, comprend comme ça tout l'univers intégralement. Et donc, c'est très très intéressant parce qu'en fait, la théorie de Leibniz, il a été un petit peu raillé par Voltaire par rapport à ça, par rapport à son expression, parce que pour lui, pour Leibniz, eh bien, Dieu choisit au début de l'univers le meilleur des mondes possibles parmi tous les univers possibles. Donc vous voyez, Dieu, c'est un petit peu comme si devant lui, eh bien, il y avait tous les univers possibles, avec le passé, le présent, le futur, mais pour Dieu, ça n'a pas de sens, puisque finalement, il aurait une vision complètement omnisciente de tout ce qui se passe, du temps, il aurait une vision parfaite du temps, et plutôt que de voir le temps de manière, avec encore une fois un passé, un présent, un futur, eh bien, Dieu serait capable de voir l'intégralité de tout ce qui va se passer et de tout ce qui s'est passé d'un seul coup, vraiment de manière intégrale. Bref. Et donc, il est capable de voir parmi tous ces univers possibles le meilleur des mondes possibles. Et donc, il choisit pour l'univers existant, eh bien, le meilleur. Dans cet univers, qui est composé donc de monades, eh bien, toutes les monades sont en quelque sorte comme des instruments dans une symphonie. C'est-à-dire que chaque monade est complètement séparée, et ça c'est vraiment très très important, chaque monade est complètement séparée d'une autre monade, et de toutes les autres monades. Donc toutes les monades sont indépendantes, c'est vraiment, on peut imaginer, vous voyez, un univers qui est en quelque sorte composé de bulles qui sont complètement isolées les unes des autres, mais du coup ça pose un peu un problème, parce qu'on peut se dire, ok, mais si chaque monade est complètement séparée et comprend la totalité de l'univers, passé, présent et futur, alors comment est-ce que ça se fait que lorsque j'interagis avec quelqu'un, eh bien, précisément, il y a une interaction. C'est pas simplement que je parle dans le vide, ou du moins, je n'ai pas l'impression de parler dans le vide. Donc comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une interaction entre les monades si chaque monade est fondamentalement fermée les unes par rapport aux autres, sont fondamentalement fermées les unes par rapport aux autres? Eh bien, ce que Leibniz il explique, c'est que Dieu, c'est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, et donc il fait en sorte qu'il y ait une harmonie préétablie
Au tout début, il fait en sorte que, comme dans une symphonie avec un chef d'orchestre, eh bien, chaque instrument peut jouer parfaitement sa partition. Si l'harmonie est établie à la base, eh bien, on aura l'impression finalement qu'il y a une sorte d'interaction entre les différents instruments pour que ça donne quelque chose d'harmonieux, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'interaction véritable entre les choses, c'est simplement que tout a été mis en place de façon à ce que ça soit véritablement parfait. Et pour Leibniz, c'est Dieu qui est en charge de faire véritablement cet univers qui est parfaitement accordé. Donc vraiment, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas d'interaction qui ne donne à rien, vraiment tout est bien accordé, tout à sa place dans cet univers qui est le meilleur des mondes possibles. Ok ? Alors, on va lire le texte. Donc c'est un texte qui est extrait des Nouveaux Essais sur l'entendement humain. Les Nouveaux Essais, c'est un texte en soi qui est assez intéressant parce que c'est une réponse à Locke, en fait. De mémoire, je crois que Leibniz l'a publié un tout petit peu après la date à laquelle il voulait la publier, ou même justement c'est un texte qui a été publié posthume. Enfin bref, l'idée c'est qu'il devait il devait publier le texte à une certaine date, simplement manque de chance, Locke est mort à ce moment-là, et donc par respect par rapport à Locke, il n'a pas publié ce texte qui est une critique de l'essai de Locke, qui est l'essai sur l'entendement humain. Alors c'est une critique de Locke, mais néanmoins Leibniz il développe tellement d'idées nouvelles que en réalité on peut très bien le lire sans le considérer comme une réponse par rapport à ce qu'a écrit Locke. Donc c'est parti pour la lecture. D'ailleurs, il y a 1000 marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c'est-à-dire des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas, parce que les impressions sont trop petites et en trop grand nombre, ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l'assemblage. C'est ainsi que la coutume fait que nous ne prenons pas garde au mouvement d'un moulin ou à une chute d'eau quand nous avons habité tout auprès depuis quelque temps. Ce n'est pas que ce mouvement ne frappe toujours nos organes, et qu'il ne se passe encore quelque chose dans l'âme qui y réponde, à cause de l'harmonie de l'âme et du corps. Mais les impressions qui sont dans l'âme et dans le corps, destituées des attraits de la nouveauté, ne sont pas assez fortes pour s'attirer notre attention et notre mémoire, qui ne s'attachent qu'à des objets plus occupants. Toute attention demande de la mémoire, et quand nous ne sommes point avertis, pour ainsi dire, de prendre garde à quelques-unes de nos propres perceptions présentes, nous les laissons passer sans réflexion et même sans les remarquer. Même si quelqu'un vient nous en avertir incontinent et nous fait remarquer par exemple quelques bruits qu'on vient d'entendre, nous nous en souvenons et nous nous apercevons d'en avoir eu tantôt quelques sentiments. Ainsi, c'était des perceptions dont nous nous étions aperçus incontinent. La perception ne venant dans ce cas d'avertissement qu'après quelques intervalles, pour petits qu'ils soient, et pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, j'ai coutume de me servir de l'exemple du mugissement ou du bruit de la mer dont on est frappé quand on est sur le rivage. Pour entendre ce bruit, comme l'on fait, il faut bien qu'on entende les parties qui composent le tout, c'est-à-dire le bruit de chaque vague, quoique chacun de ces petits bruits ne se fasse connaître que dans l'assemblage confus de tous les autres ensemble, et qu'il ne se remarquerait pas si cette vague qui le fait était seule. Car il faut qu'on en soit affecté un peu par le mouvement de cette vague, et qu'on ait quelque perception de chacun de ces bruits, quelque petits qu'ils soient, autrement on n'aurait pas celle de 100 000 vagues, puisque 100 000 riens ne sauraient faire quelque chose. Alors, je commande juste un tout petit peu pendant que j'en ai l'occasion par rapport à cette dernière phrase, puisque précisément dans cette dernière phrase, on voit bien l'idée de calcul infinitésimal, et ce qui habite précisément cette nouvelle notion en mathématiques, qui vraiment posait beaucoup de problèmes à l'époque de Leibniz et de Newton par rapport à l'étude du mouvement en physique, c'est de savoir comment utiliser mathématiquement des quantités qui sont infiniment petites. Parce que, précisément, si elles sont infiniment petites, eh bien, on n'additionne pas 20 000 fois, enfin 20 000 fois, peu importe, 100 000 fois, il dit quelque chose qui n'est rien, parce que 20 000 fois 0, ça fait toujours 0. Donc, lorsque l'on recherche quelque chose qui est infiniment petit, il faut néanmoins que cette chose qui est infiniment petite, elle ait une existence. Mais c'est tout le problème, justement, lorsque la limite se rapproche de 0, mais qu'elle n'est pas 0. Donc c'est vraiment, on voit bien que, encore une fois, mathématiques et philosophie, c'est vraiment très très lié, et en particulier dans la philosophie de Leibniz, puisqu'il a fait des découvertes, enfin il a eu des théories dans les deux domaines. Donc voilà, ça c'était le texte de Leibniz. Donc, pour revenir à ce texte, et pour revenir à ce que dit Leibniz,
on voit bien que l'idée de petite perception est très très intéressante parce que, précisément, on en a tous l'expérience. On voit bien que, par exemple, il prend l'exemple d'une vague. Et une vague, il dit, si une vague n'était pas composée d'une infinité de petits bruits, donc de gouttes qui composent la vague, là par exemple sur l'image on peut voir, il y a plein de gouttes qui composent la vague. La vague en réalité, c'est pas quelque chose d'uni, c'est pas quelque chose d'un, c'est véritablement un assemblage de milliards de petites choses. Et donc là on pourrait dire de milliards d'atomes, enfin peu importe. Pour composer quelque chose de plus grand, eh bien il faut qu'il y ait des choses qui soient plus petites. Alors ça paraît tout bête, mais c'est vraiment un concept central dans la philosophie de Leibniz, l'idée qu'il ne peut pas y avoir de saut. Pour qu'il y ait quelque chose de grand, il faut qu'il y ait un assemblage de choses plus petites. Et ça marche donc en particulier pour les sensations et pour les perceptions. Parce que pour Leibniz, il y a une correspondance entre l'esprit et le corps. Et donc on ne peut pas avoir quelque chose de présent à l'esprit, donc une idée qui a priori est une idée qui est composée de choses plus petites, sans qu'il y ait une correspondance dans le corps. Et donc cette correspondance dans le corps, elle correspond à des toutes petites sensations qui donnent lieu à des toutes petites perceptions. Mais ces toutes petites perceptions ne sont pas nécessairement conscientes. Et donc il fait une distinction qui est assez importante entre la perception et la perception. La perception, donc avec un A devant perception, il faut véritablement qu'elle soit consciente, qu'on porte son attention sur cette perception. Et donc toutes les perceptions, les petites perceptions en particulier, ne sont pas toutes aperçues. Et c'est véritablement ça qui explique le fait que pour Leibniz, eh bien, on peut très bien dormir et au bout d'un certain moment être réveillé par un bruit qui est important, mais ce bruit important, pour qu'il nous réveille, il faut qu'il soit composé avant d'être perçu comme quelque chose, aperçu comme quelque chose qui va nous réveiller, eh bien, il faut qu'il soit composé de plein de petits bruits qui ne vont pas être aperçus. Donc aperçu, c'est une connotation forcément par rapport à la vision, mais la perception pour Leibniz, ça veut véritablement dire une perception sur laquelle on porte notre attention. Donc voilà, toutes nos perceptions, toutes nos aperceptions sont nécessairement composées de petites perceptions qui parfois sont inconscientes. Alors on va y venir par la suite. L'inconscient, néanmoins, chez Leibniz, il a une connotation qui est différente par rapport à celle que l'on utilise actuellement, parce que tout de suite, aujourd'hui, si on parle d'inconscient, on pense tout de suite à Freud et voilà, sa théorie de l'inconscient. Alors que à l'époque de Leibniz, c'est pas véritablement ce qu'il entend par inconscient. Ce qu'il entend par inconscient, c'est encore quelque chose qu'il faut comprendre comme en opposition à la conscience, c'est-à-dire comme quelque chose de négatif par rapport à la conscience, et pas comme ce sera plus tard le cas chez Freud et comme on le pense actuellement, comme une sorte d'organe dynamique qui a une influence positive en tant que tel, et donc qui travaille véritablement comme en arrière-plan en fait. Là, chez Leibniz, il y a encore cette idée que l'inconscient, c'est simplement la non-conscience, plus que quelque chose de positif en dehors de la conscience. Donc, concrètement, des exemples de petites perceptions. Alors, par exemple, dans son texte, il cite l'exemple du moulin, mais on pourrait très bien, pour que ce soit un petit peu plus contemporain, imaginer que lorsque l'on habite près d'une route, au bout d'un moment, on finit par oublier le bruit des voitures. Ça fait une sorte de bruit de fond, ça fait un bruit qui est sourd, et ce bruit, il est filtré par notre perception, parce qu'il n'apporte rien de nouveau. Et là, il est assez... justement, il le dit bien dans le texte, hein, justement. Ça, il y a presque un équivalent, pour ainsi dire, aujourd'hui, dans ce que l'on sait par rapport au fonctionnement du cerveau. C'est vrai que concrètement, les choses qui n'apportent pas d'informations nouvelles, eh bien, on a tendance à les filtrer dans notre cerveau. Et donc, c'est véritablement lorsqu'il va y avoir un changement, lorsqu'il va y avoir un bruit qui est brutal, qui change vraiment notre fond sonore, qu'on va avoir conscience, on va avoir une attention particulière qui va se porter sur ce bruit. Mais si le bruit est en fond et qu'il reste quelque chose d'assez sourd, notre cerveau, naturellement, va filtrer ce bruit. D'une manière un peu similaire, voilà, lorsque l'on est assis sur une chaise, si c'est le cas actuellement pour vous, eh bien, si vous ne portez pas votre attention sur la sensation là que vous avez actuellement d'être assis, bah vous finissez par l'oublier parce que cette sensation, elle n'apporte rien de nouveau, et donc elle est en quelque sorte en tâche de fond. Vous ne cessez pas de percevoir parce que votre corps il reçoit toujours des informations, mais néanmoins vous cessez de les percevoir. Donc vous voyez, il y a une distinction. Sensations continuent d'être traitées en quelque sorte comme des petites perceptions qui ne vont pas être aperçues, mais néanmoins elles ne cessent pas d'exister. Donc même si elles peuvent paraître insignifiantes, eh ben, elles sont quand même très très importantes pour les processus plus complexes. Parce que, comme le dit encore une fois Leibniz, il n'y a pas de saut, et donc pour que l'on ait des pensées complexes, eh bien il faut que l'on ait en quelque sorte... Alors
il me semble pas qu'il utilise ce terme, mais on va essayer de le comprendre comme ça, on peut essayer de le comprendre comme ça. Il faut en quelque sorte qu'il y ait des atomes de pensée pour former des assemblages plus importants, des molécules de pensée, pour ainsi dire, qui ensuite donneront lieu à des choses encore plus importantes. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'il faut qu'il y ait un assemblage de choses plus petites, même si elles ne sont pas perçues consciemment, pour donner lieu à des pensées plus complexes et à des perceptions plus complexes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le terme inconscient entre guillemets, c'est que Leibniz ne parle pas l'inconscient dont parle Leibniz, ce n'est pas l'inconscient dont on parle actuellement depuis que Freud en a parlé de la manière dont il en a parlé. Vraiment, pour Leibniz, ça reste encore quelque chose de négatif par rapport à la conscience, et donc c'est pas un organe séparé de la conscience qui traiterait les choses finalement de manière autonome. Là, il faut vraiment comprendre l'inconscient, quand on l'utilise par rapport à ce que dit Leibniz, comme la non-conscience. Vous voyez, techniquement, ça veut dire la même chose, mais fondamentalement, c'est assez différent parce que ce serait anachronique, en tout cas, de comprendre Leibniz de la même manière qu'on comprend Freud. Les deux inconscients sont vraiment séparés. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que l'un est complètement différent de l'autre. Il y a quand même des petits éléments qui peuvent les rapprocher, mais véritablement, il y a quand même un fond conceptuel qui n'est pas présent chez l'un. Néanmoins, ce que dit Leibniz, c'est quand même assez nouveau par rapport à ce qui était proposé à l'époque, et notamment justement cette idée que toutes les perceptions doivent être conscientes, c'est un problème qui habite la pensée de Descartes, et la philosophie de Leibniz, en tout cas cette partie sur les petites perceptions, c'est justement une tentative de réponse par rapport à la question que se posait Descartes sur ce point-là. Mais véritablement, voilà, j'insiste bien sur ça, faut pas faire d'amalgame, faut pas comprendre l'inconscient de Leibniz comme l'inconscient de Freud. Les deux sont vraiment très très différents. Toute cette théorie des petites perceptions, eh bien, par continuité, elle nous permet de comprendre la théorie plus générale de la perception chez Leibniz, avec, comme on l'a vu au tout début, sa théorie des monades comme un point de vue sur l'univers tout entier. Donc véritablement, il faut comprendre voilà, que chaque monade est constituée de perceptions, et donc dans ces perceptions, il y a les petites perceptions. Okay, donc il y a véritablement une gradation du plus petit au plus grand, et dans cette gradation, il n'y a jamais de saut qui s'établit. Il y a toujours une continuité, on ne peut pas faire de saut finalement. Il n'y a pas de... tout est lié, hein, Leibniz, il a bien cette idée que finalement la vérité se cache un petit peu partout, et il y a toujours une continuité entre les choses. Donc la théorie de la perception de Leibniz affirme donc que l'esprit humain perçoit le monde à travers une série de petites perceptions. Donc un peu comme la vague, vous voyez, comme il prend l'exemple de la vague en disant que une vague, elle est constituée de plein de petites gouttelettes, et que si la vague n'était pas constituée de plein de petites gouttelettes, ça serait impossible que ce soit une vague, parce que le tout ne peut pas se passer de l'ensemble de ses parties. Et bien de la même manière, nos pensées, nos perceptions, ne peuvent pas se passer de ces petites perceptions qui les composent. Une pensée complexe ne peut pas se passer de perceptions plus simples, et donc de perceptions qui vont ensuite pouvoir donner lieu à des pensées plus approfondies, plus complexes, à des assemblages qui sont plus sophistiqués. Donc encore une fois, il n'y a jamais de saut, tout se fait en passant du plus petit au plus grand, en passant par des assemblages. D'ailleurs, cette question, elle revient assez régulièrement dans la pensée de Leibniz. Spontanément, là, je pense à un truc. Il me semble que dans une lettre de Sophie de Hanovre, parce qu'il y a une correspondance qui est assez fournie avec plein de personnalités importantes de l'époque, et notamment Sophie de Hanovre, qui s'intéresse à plein de questions philosophiques, et ils ont je ne sais plus qui l'a à la base, mais en tout cas, dans leur correspondance, ils ont cette interrogation par rapport au tas de sable. À partir de quand on peut considérer qu'un tas est un tas? Est-ce que c'est à partir du premier grain, du deuxième grain, du troisième grain, du quatrième grain? Bon, je ne vais pas aller jusqu'au millième grain comme ça, mais vous voyez l'idée. À partir de quand on peut considérer que un ensemble de parties, ça cesse d'être considéré comme simplement des parties additionnées et ça devient un tout? Donc vous voyez, c'est véritablement quelque chose qui habite sa pensée, et c'est pas simplement une considération qu'il a en passant, quoi. C'est véritablement au fondement de sa pensée l'idée que chaque tout est composé d'un assemblage de parties plus petites et plus simples. Alors, je voulais faire ça aussi, ça c'est un peu de nouveauté, mais je me dis que ça peut être intéressant. Si vous regardez la vidéo et que vous avez envie de vérifier que vous avez bien compris la théorie de Leibniz, vous pouvez vous poser ces petites questions-là, que maintenant je vais mettre à la fin des vidéos. Donc là, pour voir si vous avez bien compris la théorie de Leibniz, vous pouvez essayer d'y répondre. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause et puis à passer quelques minutes pour essayer de vous demander si vous avez bien compris. Donc les questions, c'est pourquoi les petites perceptions sont-elles importantes pour comprendre l'esprit humain? Les petites perceptions peuvent-elles affecter nos décisions de manière significative? Comment les petites perceptions sont-elles liées à la conscience? Donc voilà, vous pouvez juste mettre sur pause, essayer d'y répondre,
Et ensuite, là dans 2 minutes, mais pour vous peut-être dans plus, je vais répondre à ces questions. Donc pourquoi les petites perceptions sont-elles importantes pour comprendre l'esprit humain? Eh bien, parce que comme dans toute la philosophie de Leibniz, on ne peut pas comprendre le tout sans comprendre l'ensemble de ses parties. Et donc, pour comprendre la perception globale, la perception qui est aperçue, la perception qui est consciente, eh bien, il faut avoir connaissance des petites parties qui vont la composer, parce que le tout ne peut pas se séparer de ses parties, ok? Et donc, même si on n'a pas conscience, si on n'aperçoit pas ces petites perceptions, néanmoins, elles ne cessent pas d'exister. Elles sont en arrière-plan, elles ne sont pas toujours perçues, parce qu'elles n'apportent pas suffisamment, finalement, en quelque sorte, de piquant, enfin, elles ne piquent pas suffisamment notre esprit pour qu'il s'en aperçoive, mais elles sont toujours là, d'accord? Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple du moulin, ben, on peut dormir à côté d'un moulin, et puis le bruit du moulin, il peut disparaître parce qu'il n'apporte pas assez de nouveautés, ou que le bruit est trop confus, ou que le bruit est trop faible. Mais néanmoins, le bruit ne cesse pas d'exister, il est toujours perçu par nos sens, d'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Les petites perceptions peuvent-elles affecter nos décisions de manière significative? Bah oui, parce que concrètement, justement, c'est un petit peu comme Leibniz répond à Spinoza, mais comment dire, c'est pas dans la même veine exactement qu'il dit ça, mais pour reprendre un petit peu ce que dit Spinoza, il y a cette idée néanmoins qu'il y a une continuité entre les choses, donc un peu comme des dominos qui chutent, eh bien, on a un petit peu, alors pas totalement, hein, mais on a un petit peu cette idée du déterminisme qui est influencée donc par les petites perceptions qui composent nos perceptions plus complexes. Donc vous voyez, même si elles ne sont pas perçues de manière significative, elles restent là et elles peuvent nous influencer comme ça. Un peu comme ça pour le coup, ce sera poussé de manière bien plus approfondie par Freud, mais voilà, justement, l'inconscient, après, il a une influence déterminante pour Freud parce que justement, il travaille en parallèle de la conscience, ok? Là, chez Leibniz, c'est pas tant qu'il travaille en parallèle de la conscience, c'est plutôt qu'il s'oppose ou il travaille pas tellement qu'il travaille, mais en tout cas, il a à comprendre de manière négative par rapport à la conscience. Et comment les petites perceptions sont-elles liées à la conscience? Eh bien, elles sont liées à la conscience parce que elles nous permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui sont perçues et d'autres choses qui sont aperçues. Et faire la distinction entre les deux, toute perception n'est pas nécessairement perçue. Et ça, c'est très très important parce que c'est vraiment des questions qui habitaient Descartes, qui habitaient Spinoza, qui habitaient Locke. Et donc, la réponse de Leibniz, ça permet d'avoir comme ça, enfin, la théorie de Leibniz, ça permet d'avoir une réponse à ce sujet, en plus, assez intéressante quand même. Donc voilà, en conclusion, la théorie de Leibniz, personnellement, je la trouve assez intéressante parce que globalement, toute sa philosophie, je trouve que c'est vraiment très très travaillé et même s'il y a beaucoup de métaphysique, ça reste assez intéressant à mon sens, cette idée d'un dieu qui choisit parmi tous les univers possibles celui qui sera le meilleur en ayant une connaissance parfaite de tout ce qui va se passer. Je trouve ça d'abord assez intéressant comme idée. Personnellement, j'ai toujours imaginé en quelque sorte comme Dieu qui choisissait les univers avec des sortes de DVD, enfin de Blu-ray, et donc chaque Blu-ray ça correspond, bon ça va un peu loin, mais chaque Blu-ray ça correspond un peu à un univers, et donc pour lui, effectivement, ça correspond à un disque qui existe déjà, vous voyez, simplement nous, c'est comme si on était dans le DVD, dans le film, on constate l'histoire au fur et à mesure, mais néanmoins ça n'empêche qu'il existe un disque déjà, où toute l'histoire est déjà terminée. Et peut-être que l'univers, c'est un peu ce cas-là. Peut-être que le temps dans l'univers est tout entier déjà terminé, et nous, simplement, eh bien, on le constate étape par étape. Bref, je m'écarte un petit peu, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours trouvé ça assez intéressant chez Leibniz, cette idée de Dieu qui choisissait parmi le meilleur des mondes possibles, Dieu qui choisissait parmi tous les univers possibles le meilleur des mondes possibles. Ensuite, cette idée de monade qui a un point de vue complet, fermé sur l'univers, et Dieu qui organise justement toutes les monades pour qu'il y ait une harmonie préétablie et que toutes les choses se passent parfaitement. Je trouve ça également très très intéressant, puis c'est assez original comme pensée. Et puis dernièrement, cette théorie des petites perceptions qui est assez novatrice justement par rapport à ce qui se faisait à l'époque, parce que concrètement, elle nous propose, même si c'est encore une fois anachronique, d'en parler comme d'un inconscient, mais néanmoins, on fait un pas en avant vers une conscience qui est plus absolue, et vers l'idée qu'il existe quelque chose finalement en dehors de la conscience, et peut-être ensuite, avec d'autres philosophes et avec la psychologie, on découvrira justement, quand on étudiera plus précisément des psychologues et des théories de l'esprit plus récentes, voilà, toute cette idée d'un inconscient qui est positif, et plus simplement d'un inconscient qui est conçu de manière négative par rapport à une conscience qui est absolue et qui est parfaite. Donc voilà, c'était tout ça pour dire,
J'espère que ça vous aura intéressé cette petite présentation de Leibniz. Je vous invite vraiment à lire Leibniz, c'est très très intéressant et puis vraiment c'est un philosophe qui s'est intéressé à beaucoup de domaines, donc c'est vraiment quelqu'un de curieux et qui a des réflexions très très intéressantes et très très précises dans beaucoup de domaines. Donc voilà. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Twitch aussi pour pouvoir poser vos questions en direct sur Twitch, parce que du coup maintenant je fais les cours en direct sur Twitch. C'est plus sympa d'avoir vos réactions, encore une fois, en direct, en live. Puis comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez directement me les poser. C'est vraiment plus proche d'un échange philosophique que simplement voilà, une vidéo où c'est un peu à sens unique. Bon, je veux pas faire genre, ça correspond un petit peu peut-être plus à ce que Socrate pensait en philosophie lorsque véritablement il voulait faire un dialogue, parce que pour lui, il pensait que l'écrit était lettre morte, parce que quand on écrit des choses, eh ben, il n'y a pas d'échange possible. Et là, du coup, bah, voilà, Internet, ça nous permet d'avoir cet échange, donc c'est plutôt sympa. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir les choses en direct, et puis en plus, sur le live, on parle de plein de choses autres, on parle de débats, d'actualités, de vidéos, enfin voilà, j'essaye de parler de plein de trucs, et entre autres de philosophie. Donc si vous avez envie de passer sur le live sur Twitch, c'est twitch.tv/Coursitou. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et donc je stream le plus souvent le soir, en fin d'après-midi, à peu près de 4h à 7h.